Bonjour à tous, je suis Franck Spiligoy-Taillandier et je vais vous présenter aujourd'hui une introduction à l'aide à la décision multicritère. Un premier point qui est extrêmement important dans toute démarche d'aide à la décision, c'est de bien analyser le problème décisionnel. Analyser qui sont les décideurs, quel est le processus de décision, quel est l'environnement de la décision, etc. À partir de cette analyse, il va falloir choisir une méthode d'aide à la décision adaptée. Pour cela, on va d'abord choisir quelle est l'approche qui correspond le mieux au problème décisionnel. Par exemple, parmi les approches, il y en a qui sont plutôt monocritères et d'autres qui sont multicritères. Il n'y a pas de méthode meilleure que d'autres. On ne peut pas dire que les approches monocritères sont meilleures que celles multicritères ou inversement. Elles sont plus ou moins adaptées à un problème décisionnel. Les méthodes monocritères sont adaptées lorsqu'on a un point de vue qui est unique ou un point de vue qui est prédominant, ou lorsqu'on a des points de vue qui sont multiples mais non conflictuels. Si par exemple le problème consiste à choisir une stratégie commerciale pour une entreprise et qu'elle peut tout remettre au niveau vis-à-vis d'un aspect économique, son unique point de vue finalement c'est l'aspect économique, à ce moment-là, les approches multicritères seront beaucoup plus adaptées. Si au contraire on a plusieurs points de vue, donc plusieurs aspects, par exemple l'aspect économique, environnemental, etc., qui rentrent en ligne de compte, à ce moment-là, il va falloir plutôt utiliser une méthode multicritère. Donc la méthode multicritère est adaptée lorsqu'on a plusieurs points de vue contradictoires. C'est par exemple le choix d'un mode de transport. Dans le choix d'un mode de transport, on va prendre en compte non seulement le coût du trajet, le temps de trajet, mais aussi par exemple le confort lors du trajet. Donc là, on est typiquement face à un problème qui va être plutôt multicritère et qu'il va falloir plutôt modéliser par une approche multicritère. Ensuite, une fois qu'on a décidé de quelle approche utiliser, on va devoir choisir une méthode d'aide à la décision spécifique. Il y a un très grand nombre d'approches, de méthodes d'aide à la décision multicritère. Pour pouvoir choisir parmi toutes ces méthodes, Martel et Giltoni en 1998 ont suggéré de considérer plusieurs aspects. D'une part, la problématique. Les méthodes multicritères répondent globalement à trois problématiques. La hiérarchisation, la sélection, la catégorisation. Hiérarchiser consiste à ranger les alternatives, donc les différentes solutions possibles, de la meilleure à la moins bonne. La sélection consiste à sélectionner quelques solutions, une ou plusieurs solutions qui sont considérées comme les meilleures. Là, enfin, catégoriser va consister à classer les différentes solutions dans des catégories prédéfinies. Donc la problématique, c'est un point important puisque toutes les méthodes ne répondent pas à toutes les problématiques. Ensuite, le nombre de décideurs. Certaines méthodes sont plus adaptées à un faible nombre de décideurs, voire à un décideur unique, et d'autres sont adaptées pour un groupe de décideurs plus hétérogène. Enfin, les préférences naturelles des décideurs, l'information disponible et le type de données. Est-ce qu'on a des données de type cardinal ou plutôt ordinal? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les évaluer sur une échelle tels que les euros par exemple, ou est-ce que c'est des catégories, donc ordonnancées par exemple bien, très bien, etc. Enfin, le degré de compensation de la méthode est aussi un point à prendre en compte, puisque c'est ce qui va définir si on considère qu'une solution qui est moyenne sur tous les critères est meilleure ou moins bonne qu'une solution qui va être très bonne sur un critère et très mauvaise sur un autre. Deux autres points qui sont signalés par Giltoni et Martel. Les hypothèses sur lesquelles repose la méthode, puisqu'une méthode d'aide à la décision est avant tout un modèle. Un modèle est une représentation de la réalité, une représentation forcément tronquée. Il y a des hypothèses pour passer de la réalité au modèle. Donc il faut vérifier que les hypothèses sont bien valides dans le problème décisionnel rencontré. Enfin, de façon très pragmatique, on peut aussi s'intéresser aux outils qui sont disponibles. Certaines méthodes sont intéressantes théoriquement, mais ne proposent aucun outil pour les appliquer. Au contraire, d'autres méthodes ont été implémentées dans des outils qui sont largement disponibles et qui rendent beaucoup plus facile leur usage. Donc une fois qu'on a choisi la bonne méthode, on va pouvoir passer à la phase de formalisation du problème décisionnel. Donc c'est là qu'est vraiment le cœur du problème multicritère et de l'aide à la décision multicritère. La première étape en multicritère va consister à définir des alternatives. Parce que pour l'approche multicritère, il faut nécessairement qu'un jeu d'alternatives soit identifié et limité. C'est-à-dire qu'on doit avoir un jeu qui est d'une taille raisonnable d'alternative.
contrairement à d'autres approches comme l'optimisation qui permet de construire pendant le choix les différentes solutions possibles. Ici, on doit le définir en préalable. Deuxième phase, c'est la définition des critères. Évidemment, on peut se rendre compte que dans une méthode multicritère, la définition des critères est primordiale. Elle va largement guider le résultat. Pour bien choisir des critères, plusieurs règles ont été proposées par Roy. La première, c'est l'exhaustivité. On ne veut pas oublier de critères importants, c'est-à-dire que tous les points de vue qui sont importants vis-à-vis des décideurs doivent être pris en compte. Le deuxième, c'est la cohérence. On veut une cohérence entre les préférences locales et globales. C'est-à-dire que si on considère deux alternatives qui sont équivalentes sur tous les critères sauf un, si sur ce dernier critère, une des deux alternatives est meilleure, elle doit être meilleure aussi globalement, ou au moins aussi bonne. Enfin, la non-redondance, on ne veut pas de critères surabondants. C'est-à-dire qu'on va se limiter au jeu minimum et suffisant de critères. Enfin, une fois qu'on a défini nos critères, on va définir les paramètres de la méthode. En fait, par paramètres, on entend deux types de choses. D'une part, les performances des alternatives vis-à-vis des critères, et d'autre part, les préférences vis-à-vis des critères. Les performances vont traduire la valeur attendue d'une alternative vis-à-vis d'un critère. On peut évaluer cette valeur attendue, donc cette performance, au travers de différentes choses, par exemple une échelle cardinale, ordinale, ou certaines méthodes passent par comparaison par paire. C'est la méthode qui va vous dire quel type d'échelle ou de type d'évaluation vous avez le droit d'utiliser. Pour donner un petit exemple, ici on a un problème, on a trois alternatives qui sont évaluées sur trois critères, environnement, économie et social. On peut voir qu'on utilise des échelles différentes. L'environnement et le social sont sur des échelles dites ordinales, alors que l'économie est sur une échelle cardinale. Le deuxième aspect important en termes de paramètres, ce sont les préférences. Il y a toujours une gestion des préférences dans les méthodes multicritères. Elles traduisent l'importance de la performance d'une alternative vis-à-vis des critères. Souvent, dans beaucoup de méthodes en tout cas, sont utilisés les poids, donc des systèmes de pondération. On va mettre un poids sur chacun des critères pour traduire leur importance. Mais toutes les méthodes n'utilisent pas des poids. D'autre part, la signification des poids n'est pas la même selon la méthode. Enfin, il y a aussi d'autres paramètres qui peuvent être utilisés comme des seuils de préférence ou de veto, par exemple dans les méthodes Electre 3. Dans ce cas-là, par exemple, le veto va désigner à partir de quand on considère qu'une alternative a une note tellement mauvaise qu'elle est disqualifiée par rapport à une autre. Pour reprendre notre petit exemple de tout à l'heure, j'ai mis ici des poids sur trois critères, donc toujours le social, l'économie et l'environnement. Ici, encore une fois, j'ai utilisé une échelle qui est ordinale. Mais certaines méthodes exigent par exemple d'avoir des échelles cardinales pour l'évaluation des poids. Tout dépend encore une fois de la méthode. Une fois qu'on a défini, formalisé notre problème, donc c'est-à-dire défini les alternatives, les critères et les différents paramètres, que ce soit les performances ou les préférences, on va pouvoir faire tourner l'algorithme qui va sortir un résultat, qu'il soit une hiérarchisation, une sélection ou un classement des alternatives. Par exemple, ici, on a notre tableau complet, à la fois avec les performances et les préférences. Et à partir de là, selon la méthode utilisée, on va avoir un algorithme qui va inférer une solution. Un point important en multicritère, et qui a aussi une force de cette méthode, c'est que la formalisation du problème rend parfois le choix d'une solution évident. Il y a une force d'explicitation du problème qui est importante, et du coup, rien que construire ce tableau-là va permettre au décideur de faire son choix sans qu'il ait besoin d'aucun algorithme. Ici, par exemple, on a fait tourner un algorithme, mais peut-être que le décideur aurait pu décider par lui-même sans même aucun algorithme, qui a défini la solution A3 préférée par rapport à la solution A1, qui est elle-même préférée par rapport à A2. Il y a un dernier point qui est très important dans les méthodes multicritères, et d'ailleurs qui est valable pour toutes les méthodes d'aide à la décision. Une fois qu'on a obtenu un résultat, on ne peut pas se contenter de celui-ci. Il va falloir réaliser une analyse de sensibilité et de robustesse. On va parler de sensibilité pour décrire la variation des résultats en fonction de la variation des paramètres de la méthode.
La méthode va ainsi consister à faire varier les paramètres et à voir la variation sur les solutions. Donc on va étudier cette variation-là. La robustesse est un peu un concept opposé. Elle va qualifier la largeur de la plage de valeurs pour les paramètres de telle sorte à conserver toujours le même résultat pour la solution. Ainsi, on va regarder pour un résultat donné de la solution à quel point une variation des paramètres ne l'influence pas. On va dire que plus un résultat est robuste, plus la plage de paramètres est grande. Donc ça permet à la fois l'analyse de sensibilité et de robustesse de s'assurer donc de la validité des résultats. Puisqu'un point important, c'est qu'il y a toujours des incertitudes. La définition de paramètres, par exemple un poids sur un critère, n'est jamais extrêmement fixe. Pour un décideur, mettre un poids de 2 ou un poids de 1,5 par exemple peut être extrêmement proche. Mais par contre, ça peut faire varier énormément les résultats. C'est pour ça qu'il faut nécessairement s'intéresser à ces notions de sensibilité et de robustesse. En conclusion, un point qu'il faut toujours rappeler, c'est que l'analyse du problème décisionnel doit guider le choix d'une approche et d'une méthode. Les avantages de l'approche multicritère sont de pouvoir faire exprimer plusieurs domaines d'intérêt et des préférences associées aux décideurs. Ça apporte une vision multidimensionnelle qui est propice à la réflexion et à la discussion. Souvent, par la formalisation du problème, on va arriver déjà à avancer, à faire un grand pas vers sa résolution. Quelques conseils pour l'utilisation des méthodes multicritères. La première, c'est que la modélisation du problème décisionnel est un point central. Son exécution n'est que secondaire. Ainsi, si le problème est mal modélisé, quel que soit l'algorithme de résolution qu'on va utiliser par la suite, les résultats ne pourront pas être pertinents. Donc l'effort doit être porté vraiment sur la modélisation du problème. Le deuxième conseil, c'est de bien adapter la modélisation à la méthode choisie. Comme je l'ai dit précédemment, un poids n'a pas le même sens dans les différentes méthodes. Si je mets un poids de 2 dans la méthode Electre, ça n'a pas le même sens qu'un poids de 2 dans la méthode AHP par exemple. Donc on ne peut pas se contenter de paramètres génériques qu'on pourrait insuffler dans n'importe quelle méthode. Il faut bien connaître les mécanismes de la méthode, bien comprendre comment elle fonctionne pour pouvoir choisir les paramètres qui sont adaptés et qui vont réellement traduire la volonté ou la façon de penser du décideur. Enfin, il faut toujours effectuer une analyse de sensibilité et de robustesse, à minima de sensibilité, pour s'assurer de la validité des résultats, puisque il y a toujours de l'incertitude, que ce soit sur les données, sur les paramètres de la méthode. Je vous remercie pour votre attention.